Bonjour et bienvenue dans notre émission Inspiration. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler des plantes taillées en Iwaki. Et pour cela, on va rencontrer Yves Brunelière qui donne ce mouvement aux plantes et qui est absolument extraordinaire. Allez, assez parlé, allons rencontrer Yves. Yves, bonjour. Bonjour Pascal. Un grand merci de nous recevoir. C'est vraiment un vrai plaisir de rencontrer l'architecte de telles plantes, de tels mouvements que tu réussis à mettre dans les plantes. Alors, ton art, c'est le Niwaki, cette fameuse taille que l'on appelle l'arbre, alors l'arbre en mouvement, mais l'arbre jardin. C'est-à-dire que de faire en sorte que dans ce mouvement que tu donnes aux arbres, on recrée un mini-jardin. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de te rencontrer pour que tu nous expliques cet art que l'on peut reproduire quand même chez nous, que tout le monde peut reproduire. Mais après, il y a quelques petites clés. Et je voudrais que tu nous expliques toutes ces petites clés pour faire en sorte que tout le monde réussisse à façonner des plantes comme ça dans son jardin. Parce que tous nos jardins deviennent petits, compacts. Donc on est vraiment dans cette mouvance et que c'est parfait. Donc voilà, si tu peux nous expliquer, si tu peux nous dire déjà, toi, ta philosophie derrière le Niwaki, ce qui t'a amené à aller vers cette façon de travailler les plantes. Merci Pascal. Plaisir. C'est un grand plaisir pour moi aussi de m'exprimer dans ce domaine qui est très mal connu. Exact. Alors donc je suis pépiniériste ici depuis 1976. Donc ça fait bientôt 47 ans. Alors on est à Machecoul, sud de Nantes. Oui, sud de Nantes, près de la Vendée. Près de la Vendée, sud-ouest de Nantes. Voilà, donc je suis passionné par les plantes depuis mon plus jeune âge. Je suis né ici et quand j'étais petit, jeune, je me promenais long des haies naturelles et j'observais les arbres, les arbustes et les arbres creux qui me faisaient un petit peu rêver. D'accord. Et je regardais aussi évidemment les arbres vieillissants et puis je me suis fait un petit peu une idée de la nature. Voilà, petit à petit, j'ai été un petit peu, l'empreinte s'est installée en moi, l'empreinte de la nature. Où ça s'est révélé le plus fort, c'est à partir de mes 18 ans, où là j'ai ressenti des forces naturelles, difficiles à expliquer, mais qui m'ont un petit peu poussé vers un métier de nature. Je ne savais pas encore que je serais pépiniériste. J'aurais pu être paysagiste, mais comme je suis un anxieux de nature, je voulais du calme. Et c'est à travers la pépinière que j'ai trouvé le plus de calme, de sérénité. D'accord. Donc calme parce que tu vois les plantes pousser. Oui, parce qu'on prend le temps. Le paysagiste, il est lié au temps et il faut toujours qu'il se dépêche pour finir un chantier et tout, et pour en entamer un autre. Et ça me faisait peur. Mais par contre, j'ai fait ce métier-là pendant 3 ans. D'accord. Donc de 1971 à 1974. D'accord. Donc voilà, tu te mets à la pépinière, tu produis des plantes, et à un moment donné, il y en a quelques-unes que tu laisses pousser, et puis de là, tu te dis, oh, si je les formais... Alors, c'est pas venu d'un seul coup comme ça, c'est venu petit à petit. Donc j'étais pépiniériste, je produisais des arbustes pour les particuliers. J'ai fait ce métier donc pendant 37 ans. Et en même temps, dans les années 80, j'ai commencé à faire des bonsaïs. Je faisais ça dans des petites terrines à pâté, parce que les pots à bonsaï coûtaient cher. Et bon, j'avais pas des bonsaïs de grande qualité. Quand je vois actuellement sur les réseaux sociaux des bonsaïs extraordinaires, je les envie pas, j'admire simplement ce qu'ils font aujourd'hui. En matière de bonsaï en France, c'est extraordinaire et on n'a rien à envier aux Japonais. Alors donc en produisant donc mes arbustes et mes plantes de haies, tout ça pour mes clients, j'avais mon petit carré bonsaï et là je sentais que ça me procurait beaucoup d'énergie. Et j'ai senti après cet appel vers le Niwaki est venu parce que j'observais dans la nature, dans les montagnes, j'observais des pins qui mesuraient, notamment des pins sylvestres qui mesuraient 4-5 mètres de haut, mais qui faisaient 7-8 mètres de large, et qui étaient tout décharnés, qui souffraient bien sûr, mais qui en même temps étaient vivants, étaient très, très puissants, très forts. Et je trouvais ça merveilleux. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir ça dans nos jardins à nous? Pourquoi pas mettre ces arbres qui sont pas très hauts, qui correspondent au jardin de notre époque. Parce que bon, dans les années 80, je vendais beaucoup de cèdres, de grands pins aussi pour les jardins, mais après, bon, on a appris que les jardins étant
de plus en plus petits, il fallait s'adapter. Donc c'est là que j'ai petit à petit eu l'instinct naturellement de me diriger vers ce qu'on appelle le Niwaki. Niwaki, donc pourquoi ce terme? Parce que ce sont les Japonais qui le pratiquent depuis des millénaires. Mais je ne voulais pas pratiquer le Niwaki comme les Japonais. Pourquoi? Parce que pour moi c'est trop stéréotypé, c'est trop. J'aimais pas cette formalité qui m'oppressait. Je voulais que ce soit plus libre. Et en fait, ce n'est pas moi qui dirige mes arbres, mais ce sont presque eux qui me dirigent. Oui, c'est ça. Et après, pour les diriger, un petit peu quand même. Ouais. Donc c'est parce que c'est mignon. Déjà, effectivement, la nuance Niwaki bonsaï, l'un est en pot, l'autre est en pleine terre. Normalement, oui. Normalement, oui, c'est ça. Alors là, vous verrez ici dans ce jardin qui est un jardin d'exposition, vous verrez des grands pins en pot qui peuvent être mis en pleine terre, et ça, ce seront des Niwaki quand ils sont en terre. C'est ça. Là, en pot, bon, c'est pour la présentation, c'est comme dans un écrin, on peut les déplacer, on peut éventuellement les vendre à des clients, mais normalement, le Niwaki, c'est en terre. D'accord. Alors, une petite nuance que tu mentionnais, effectivement, les Japonais ont une tendance à guider une plante pour vraiment la forcer à prendre un mouvement qu'on attend, parce que soit c'est dans un temple, soit c'est pour refléter une force, que là, toi, en fait, tu observes les plantes, et c'est selon la tendance que tu ressens de la plante que tu la guides, ou tu la contrôles, tu la tailles pour qu'elle suive le mouvement qu'elle a naturellement. En fait, j'ai beaucoup moins de codes que les Japonais. Les Japonais ont beaucoup de codes, ce qui évite certainement des erreurs. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je voulais que le Niwaki, enfin l'arbre taillé, moi j'appelle ça l'arbre en mouvement, soit à la portée de tout le monde. Et donc j'ai réduit les codes, c'est-à-dire les codes que j'ai ressentis. C'est d'abord la première chose, c'est la force, c'est-à-dire la grosseur du tronc, l'ancrage au sol, c'est-à-dire les racines apparentes, comme on peut voir ici. Donc la force. Ensuite, le mouvement, très important le mouvement. Le mouvement, c'est le contraire évidemment de la rigidité, de la droiture. Et s'il y a du mouvement, il faut de l'équilibre. Donc moi je dis toujours, c'est un petit peu comme une danseuse ou un danseur. Vous voyez, c'est ça. Force, mouvement, équilibre. Et ensuite une harmonie d'ensemble. C'est 4 choses importantes: force, mouvement, équilibre et harmonie. Alors après, il y a d'autres paramètres, d'autres codes qui entrent en jeu. C'est la transparence. La transparence permet à la fois de visionner le pin, de voir les différents plateaux, de voir les brindilles, de voir les branches et de voir son tronc. On peut normalement tout voir de l'arbre. Les brindilles, les branches et le tronc sont tout aussi importants que le feuillage. Si on a trop de feuillage, s'il y a trop de compacité, on ne voit pas les brindilles, on ne voit pas les branches et on ne voit pas le tronc. En fait, il y a un cheminement qui part de la base, qui part de l'ancrage au sol, qui s'élève en mouvement comme une danse, qui se distribue par les branches, par les brindilles, pour finir par le feuillage. D'accord. Mais tout est important. Donc dans le rythme, ça veut dire qu'on a d'abord observé une plante dans la nature ou dans son pot, on l'a guidée pour lui donner une forme, et après, on l'éclaircit pour qu'elle donne cette approche de transparence. Quels sont les rythmes en fait? Comment est-ce que tu vas commencer? Je suis ici d'ailleurs. Comment est-ce que tu as commencé? Tu l'as formé, et enfin, tu lui as mis des tuteurs, tu as mis des guides, et avant de parler de feuillage, avant de parler de transparence. Donc très important, c'est très très bonne question, puisque évidemment ce pin n'a pas été cultivé dans ce pot, il est là juste pour la présentation, et puis on est dans un cadre ici agréable, et il faut bien présenter mes arbres. Ce pin sylvestre a 23 ans. 23 ans, c'est précis. Donc évidemment, il y a 23 ans, il était, on va dire, allez, il a peut-être 24 ans ou 25 ans, mais il était gros comme mon petit doigt quand je l'ai mis en terre, dans un champ. Alors évidemment, je ne savais pas qu'il serait comme ça 23 ans après. Bien sûr. Je n'ai pas cherché à ce qu'il soit comme ça. C'est au départ, on le laisse pousser les premières années, et puis quelques années plus tard, on commence à créer un mouvement. Pas forcément un mouvement trop prononcé, comme là vous voyez, c'est un mouvement assez en douceur. Ça veut dire que c'est au bout de 4-5 ans, ça? Oui, par exemple, oui.
Alors là, les premiers, je faisais comme ça, je mettais 4 piquets solidement plantés autour Ouais. et je tirais avec des cordes, évidemment sans Donc le là, blesser, sans c'est ça. quoi que ce soit. Donc là, on imagine qu'on est ici, et il y avait les piquets qui étaient là, et tu avais les cordes qui l'emmenaient. C'est ça, Tu le ceinturais c'est comme ça. ça, et pour lui Voilà. dire, prends ce mouvement. Tu resserrais les cordes régulièrement ou Non, Non, mais je donnais d'accord. simplement un mouvement au départ, la première année, D'accord, et puis l'année suivante, je donnais un autre mouvement dans un autre sens, ou d'accord. peut-être en spirale, comme on le sent. Et il n'est pas question de taille les premières années. D'accord, c'est ça. Oublions la taille. On laisse la plante. Ça, c'est le piège de l'amateur qui voudrait un résultat tout de suite. D'accord. Si on veut réussir un bel arbre taillé en mouvement, il ne faut pas vouloir avoir un résultat tout de suite. Mhm. Il faut prendre le temps. On sait qu'on est parti pour 20 ans ou plus. Oui. Ouais. En fait, ce n'est pas, Donc, ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Oui. C'est le cheminement de l'arbre qui est intéressant. Parce qu'on le voit évoluer d'année en année. Donc, au départ, je ne vous ai pas dit, mais au départ, vous avez toutes les branches basses qui sont là, Oui. qui ont disparu depuis quelques années quand même. Mais c'est ça, elles étaient là. Tu les as taillées ou c'est qu'elles ont... Elles ne sont pas tombées toutes seules. Alors, dans la nature, oui, elles tombent toutes seules. Ouais. Pourquoi? Parce que tous les arbres dans la nature font du bois mort. Ouais. Une branche qui superpose une autre branche, donc la branche qui est inférieure, qui est en dessous, est à l'ombre. Et comme les arbres ne supportent pas l'ombre, encore moins les pins, la branche périclite et meurt. Mhm. Et puis après, au bout de quelques années, finit par tomber. Ouais. Donc vous voyez, les branches qui étaient en dessous, dans un arbre dans la nature, meurent parce qu'elles sont à l'ombre de celle-ci. Sauf que les premières années, nous, on a besoin de laisser pousser les branches. Pourquoi? Parce qu'on a envie que le tronc grossisse. Et ce sont toujours les branches basses qui font grossir le tronc. D'accord. Il y a l'appel de sève. Le mouvement, Ouais. attention, le mouvement de l'arbre plus les branches basses font grossir le tronc. Les deux rajoutés. Hein. Ah, oui, d'accord. Plus on fait un mouvement à un arbre et qu'on laisse les branches, plus le tronc grossit. D'accord. Ouais. Passionnant. Ceux qui font du bonsaï vont me comprendre. Ouais. Et donc après, on choisit quand même une hauteur où on se dit, bah là, c'est la hauteur que je définis. Donc là, si j'étais sur le pot, on serait à 2,50 m à peu près. Alors, au début, on ne s'occupe pas trop de la hauteur. Hein. D'accord. Je vous dis, je rappelle toujours une chose. Dans ma vision des choses, ce n'est pas moi qui conduis l'arbre, c'est l'arbre qui me conduit. Même si moi, j'interviens à certains moments, c'est par l'observation que je me dis que l'année suivante, tiens, je ferais bien de donner le mouvement dans ce sens-là. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit sur le Ouais. papier. Ouais. Je me laisse conduire par D'accord. l'arbre. Donc là, je vais trop vite. À chercher à trouver une fin. Et là... C'est le chemin qui compte, c'est pas le Ouais. but. Ouais, Je ne connais pas le but de cet arbre. ouais, d'accord. Hein? Ça veut dire pour toi, il peut encore se développer. Il peut s'élargir, la tête va s'élargir. Ouais. Je ne pense pas que je vais chercher à le faire monter. Je vais plutôt chercher à faire élargir la tête. Donc ça veut dire que là, quand même, il y a à un moment donné, la dernière branche, la dernière flèche, hop, tu la contrôles par la taille. Alors, on revient un petit peu en arrière parce que on a toujours des branches basses et on a commencé le mouvement. Tous les ans, on rajoute un peu de mouvement, peut-être avec des bâtons, avec des cordes. Hein. Moi, j'utilise beaucoup les cordes. Mhm. Ça m'arrive d'attacher des branches pour les tirer vers le bas. Ouais. Parce que j'aime bien ces mouvements, vous voyez, les courbes comme Ouais, ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. On ne voit pas trop ça au Japon, enfin, moi, j'ai pas l'impression. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien ces mouvements tout en douceur, à la base, à l'aisselle, vous voyez, de la Ouais. branche par Ouais. rapport au tronc. Ouais. J'aime bien quand c'est tourné vers le bas comme ça, parce que ça apporte beaucoup de douceur à l'arbre. Donc ça, c'est par du cordage ou... C'est par des cordes, oui, voilà. Alors, on attache une corde, moi je mets des cordes noires, vous en verrez dans le jardin. Je mets des cordes noires en plastique parce que ça ne se voit pratiquement pas. Et on tend, comme le pain est un caoutchouc, hein, vous voyez, surtout le pain, c'est peur de le casser. non, dirais, mon non, Dieu. c'est du caoutchouc. Là, il y a un seul plateau. Je veux faire un second plateau. Je fais un petit nœud de chaise.
Je laisse un petit battement. Et je vais chercher un support. Ça peut être une racine ou autre. Hein. Je referme mon outil pour me blesser. Et là, on revient ici. Tu te mettras à l'extérieur aussi pour voir. Je fais comme un nouveau plateau là, vous voyez, un micro-plateau. J'ai un plateau ici, un autre plateau là. J'attache donc pendant 1 an cette petite brindille. Ensuite, au printemps prochain, les nouvelles pousses vont s'élever, si au mois d'avril. Ouais. Je vais tailler au mois de mai ici et je fais un second plateau. 1, 2. Ce plateau-là doit toujours être à l'extérieur de celui qui est au-dessus là, qui est le plus haut. Ouais. D'accord? S'il est à l'intérieur, il faut pas le faire. C'est de l'ombre et il va mourir. Et voilà. Donc on ouvre les plantes, on les force, on les emmène pour amener de la transparence. Ce sont des arbres de lumière, il faut qu'ils soient éclairés de partout, qu'ils soient éclairés non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. D'accord. Et quelle est la recherche? Pourquoi à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ça? Moi, je cherche pas forcément les symboliques, les codes japonais, je les connais pas. Je suis ignorant par rapport à ce qui se passe au Japon. J'essaye d'intégrer tout ce que j'apprends au fur et à mesure des années depuis que j'ai commencé. Et je me suis aperçu quand même que quand il y a le soleil qui éclaire le tronc, c'est quand même plus agréable que quand il est... Alors, par rapport à ça, par rapport à la transparence, je prends souvent une analogie, c'est que quand on arrive dans une forêt où les arbres sont très serrés les uns contre les autres, on n'a pas envie de la pénétrer. C'est très oppressant. Exact. Par contre, si vous avez un arbre qui mesure 40 mètres de haut et il y a un arbre tous les 20-30 mètres et qui a des belles fougères à la base, vous avez envie de traverser les fougères. Donc la lumière, la lumière, c'est la chose la plus importante dans l'art du Niwaki. Donc l'arbre doit être transparent. L'arbre par lui-même, ainsi que l'arbre dans le jardin, quand le jardin n'est pas trop planté, ça crée de la sérénité. Donc le choix des branches, je reviens un petit peu à ce choix de l'ouverture. Ouais, du coup, très intéressant. Ça va être justement cette recherche de laquelle va être choisie pour créer la transparence, pour ne pas créer d'ombre sur les autres. Ouais, alors ça c'est pareil, j'ai appris au fur et à mesure des années, hein, j'ai pas appris ça d'un seul coup. Donc j'ai appris, comme je disais tout à l'heure, qu'en gardant les branches basses et en créant du mouvement au tronc, ça faisait grossir le tronc. Ça c'est très important, c'est pour ça que ne nous pressons pas à obtenir un résultat tout de suite, parce que vous pouvez très bien avoir un petit arbre en nuage, ce que j'appelle en nuage, ou ce qu'on appelle en nuage, mais vous aurez un tout petit tronc et ça manque de force. Et l'intérêt, justement, c'est qu'il y ait une certaine force qui se dégage. Donc les branches du bas permettent à cette écorce, à ce tronc, pardon, Et au fur et à mesure des années, après, à partir, on va dire, 8-10 ans, on peut commencer à enlever quelques branches basses. Donc, ces branches que l'on va garder à la base, on fait en sorte qu'elles soient plus longues. T'es technique, toi. Ah ouais, j'ai envie de faire la même chose. Et plus tu vas monter, plus tu fais en sorte de la contrôler. Alors, pour justement qu'elle laisse la lumière sur les branches du bas, qu'elles n'amènent pas d'ombre, et puis on emmène la plante. Tout à fait, c'est un peu ça. Donc on va dire c'est l'arbre dense comme ça, vous voyez. Ouais. Et puis après, ce n'est que de la suppression de branches. En fait, on passe pendant 20 ans, on va dire peut-être 15 ou peut-être moins, je sais pas, peut-être plus, on passe son temps à supprimer. Avec du moins, je fais du plus. Avec du moins, tu fais du plus. Oui. Pourquoi? Parce que si je soustrais une branche et la bonne, ça c'est... Après, qui peut dire que c'est la bonne? Moi, je dis toujours, une branche coupée n'a jamais existé. Ni une branche cassée. Ouais. Ça m'arrivait d'en casser, et je dis, elles n'ont jamais existé. Avec du moins, je fais du plus. Pourquoi? Parce que si je supprime une branche, je peux mettre en valeur un autre plateau, vous comprenez, un plateau existant. Et je permets aussi à la lumière d'éclairer le tronc et les branches. Donc vous voyez, je rajoute. Et je peux rajouter aussi un peu plus de voyage dans l'arbre. Je rajoute de la transparence, c'est-à-dire je vois les bambous derrière mon arbre. Si je vois les bambous derrière mon arbre,
superposition d'images nette et floue, ça me repose davantage. Donc vous voyez, avec du moins, je fabrique du plus. Ouais. Et donc, une plante comme celle-ci, voilà, 23 ans à peu près. Maintenant, on en est au stade où on taille quand même dès que ça commence à dépasser. Alors, deux types de tailles très importantes. L'éclaircissage en hiver, ça peut se faire toute l'année, mais nous, on le fait l'hiver parce qu'on a le temps. Éclaircissage, c'est-à-dire on ne garde pas toutes les brindilles, puisque chaque brindille produit 3 à 5 bourgeons, donc 3 à 5 pousses supplémentaires au printemps. Donc, l'hiver, on éclaircit un petit peu, on enlève toutes les branches qui retombent, les brindilles, pardon, qui retombent, c'est-à-dire celles qui sont en dessous, qui sont à l'ombre, celles qui descendent, on les supprime, on essaie de garder quand même les branches assez fermes, parce que l'herbe est toujours assez pleureur en vieillissant. Vous voyez là, ça retombe. On pourrait garder tout ça, mais après on s'y perd un petit peu, donc j'essaye de garder quand même une certaine discipline. Donc on supprime ce qui redescend, tout ce qui est à l'ombre, et puis au printemps, on fait la taille des nouvelles pousses à partir du mois de mai. Donc au mois d'avril, les bourgeons vont s'allonger et produire donc des nouvelles pousses qui vont être inégales. Donc il y a une période où il y a des dents de scie, hein, le plateau n'est pas très droit. Donc au mois de mai, on taille avec... nous on fait avec des cisailles, parce que des cisailles japonaises assez grandes, pour gagner du temps, parce qu'on en a beaucoup. Mais on peut faire avec des... Voilà mon revolver. Ah oui, c'est un bel outil. Ouais. On taille les nouvelles pousses pour les égaliser. D'accord. Et en même temps, on peut, comme on disait tout à l'heure, tiens, si je faisais un nouveau plateau. D'accord. Alors, est-ce qu'il est bien à l'extérieur pour le faire? Pas trop. Alors, on en choisit peut-être une autre. Là, j'avais fait celui-là. Mais on peut peut-être descendre cette branche. Vous voyez, là, je fais un micro-plateau qui me permet d'avoir un peu plus de transparence. Voilà, et on continue notre route comme ça. Alors après, peut-être qu'il y a des petites brindilles ici à supprimer qui retombent. On les supprime. Donc on attache là cette petite branche à la branche du dessous, pendant 1 an. Et 1 an suffit. 1 an suffit. Pour que la base soit suffisamment rigide. C'est-à-dire que la circulation de sève dans la branche va rigidifier la branche. Il y a des fabrications de nouvelles cellules qui vont rigidifier la branche. D'accord. Ne croyez pas que vous savez, on peut tout savoir comme ça. On apprend avec l'expérience. Donc, faut faire. Et puis là, la connaissance s'installe. Et... D'accord. Il n'y a pas de crainte de rater quelque chose, je dirais. Non, il n'y a pas de maladie dans le pin sylvestre. C'est ça. Pas de problème. Il n'y a même pas d'insectes. Si, il y a la chenille. Il faut s'en méfier. Il y a une petite chenille, je ne sais plus son nom. Au mois de juillet, on commence à la voir. Le jour, elles sont là. Et puis, la nuit, elles mangent là. Et puis elles vont se cacher ici. Et donc il faut absolument... Enfin, il faut absolument. Moi, je leur demande pardon, mais je les supprime, quoi. Je coupe la petite brindille où elles sont. Et puis, D'accord. C'est juste une lutte naturelle. Il faut toujours aussi le faire dans le respect. C'est-à-dire que l'animal, il n'a pas demandé... il veut vivre, lui. Alors si on les supprime, il faut leur dire « Excusez-moi, je protège mon arbre. » Voilà, il faut faire les choses dans le respect. Exact. Donc on arrive à un aboutissement comme ça. L'aboutissement qui n'est jamais terminé, hein, c'est pas un aboutissement, c'est toujours un chemin. L'arbre va évoluer. Dans 5 ans, il sera encore différent, il sera plus large. Il aura le même cheminement au niveau de son tronc et ses principales branches. Mais il arrive que, quelquefois, je supprime des grosses branches. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir, peut-être à 2, peut-être à 3. On n'est jamais le plus grand maître. Je dis toujours... Le maître, c'est aussi la personne qui est près de nous, hein, qui peut nous aider. On a eu un échange à Molévrier et c'était exactement ça. Il y avait également, il était même à dire à 5-6, c'est toute l'équipe qui est là autour de la plante. Chacun, Didier, c'est ce qu'il dit. Absolument. Chacun observe la plante et puis on y va ensemble. Et c'est vraiment un travail collaboratif. C'est ça, c'est très important pour avancer. Tout le monde a son mot à dire. Et puis quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on fait rien, on attend. Et même soit on est des fois pas d'accord avec nous-mêmes et on attend. Et puis un jour, on passe à côté et on dit mais bon sang, mais il faut la couper celle-là. Et on la coupe. Pour revenir, tu as évoqué que dans 5-6 ans, la plante va continuer à se développer. Elle est dans un contenant, donc elle est quand même limitée au niveau de son système racinaire. Elle peut continuer dans ce pot-là.
quel entretien faut lui amener, quel engrais Alors, tu lui amènes. très important cette question parce que la plante a surtout aussi besoin d'eau. Là, on a installé des gouttes à gouttes parce qu'on gagne du temps aussi. Le temps est notre allié. Et bon, bien que on a la patience d'attendre 20 ans pour un arbre comme ça, ou plus de 20 ans, le fait d'avoir un goutte à goutte, c'est aussi, ça permet d'arroser moins d'un coup, mais plus dans la lenteur. Ouais. Et c'est mieux irrigué au niveau des racines que si on met un seau d'eau et qui va passer au travers du bac. Ouais. Et on se dit, alors ça c'est très important ce que je dis parce que j'ai souvent remarqué des gens qui disent ouais mais mon arbre je l'ai arrosé 3 fois par semaine. Ouais, mais si on balance un seau d'eau au pied et que toute l'eau passe au travers du pot, de la motte, eh bien évidemment l'arbre ne sera pas arrosé. Donc le goutte à goutte c'est intéressant pour ça parce que la motte s'imbibe bien. Ensuite, la nourriture. Moi je préfère les nourritures organiques. Ouais. Je mets des granulés de fumier à l'automne que je recouvre avec du terreau universel par exemple. D'accord. C'est un autre terreau mais c'est comme le terreau universel. Ouais. Et ensuite, au printemps, quand on arrose, évidemment, les petites radicelles viennent chercher, ainsi que les mycorhizes qui se forment au niveau des radicelles, viennent chercher la nourriture. D'accord. Donc, uniquement un apport à l'automne. Ouais, ouais. Et le pain n'a pas, vous croyez bien qu'il n'a pas besoin d'être très, très nourri. Hein, c'est des plantes de garrigue. Alors, il faut savoir que le pin sylvestre, lui, va pousser de la Sibérie jusqu'au nord de l'Espagne. Ouais. Il y en a dans toute l'Europe. Ouais. Le Massif central est couvert de pin sylvestre. Donc on part du négatif au très chaud, quoi. Moins 40 plus 40, on va dire, en gros. Ok, d'accord. Donc en résumé, il s'acclimate bien dans des environnements qui peuvent, au niveau système racinaire, c'est moindre, et il se contente d'un espace qui est relativement confiné, quoi. Alors moi je préfère qu'il soit en pleine terre, parce qu'évidemment il y a moins de risques, et puis bon, un pin n'est pas fait pour vivre dans un pot. Hein. Ouais, ouais. D'abord, le vrai niwaki, c'est dans le jardin, c'est en terre. C'est ça, c'est une plante de... Par contre, on peut fabriquer des faux bacs, hein, soit des cadres jardinières de bois. En bois, en béton, et de façon à surélever un peu le pin, c'est plus joli parce on est plus près du tronc, donc on voit mieux la base. C'est ça. Donc c'est bien de le surélever un petit peu, ça le grandit aussi. Et donc, le pin va puiser sa nourriture et son eau dans la terre. D'accord. Bon, Yves, je crois qu'on pourrait parler des heures de ta production, de ce que tu fais. Tu nous résumes en quelques termes le travail des arbres en forme niwaki. Alors, niwaki parce qu'on est au sol. Si c'était dans un pot, on pourrait dire bonsaï, mais ils sont destinés quand même à être bien sûr proches du sol, proches de la terre. Donc, toujours les 4 termes importants. La force, le mouvement, l'équilibre et l'harmonie. Donc, on va dire ce pin-là rassemble tout ça, les quatre éléments. La force, on l'a par la grosseur du tronc, l'ancrage au sol, et encore, on peut dégager les racines si on veut. Au Japon, on dit nebari, montrer le nebari. D'accord. Donc, le mouvement qui est très, très accentué au départ. Alors, ce pin, il a une histoire, c'est qu'au départ, j'ai voulu... il y a peut-être un peu plus de 10 ans, j'ai voulu travailler une branche, le tronc, j'ai tiré le tronc a cassé. Et je suis reparti après avec une branche latérale pour continuer le tronc. Et voilà, donc vous voyez le résultat au bout de 10 ans, c'est très intéressant. On va faire le tour pour pouvoir voir le mouvement. C'est un pin qui est en devenir, qui est intéressant pour son mouvement. Et quand on a des grands mouvements comme celui-ci, on a forcément une bonne distribution des plateaux, des branches, ou des houppiers. Quoi. Donc force, mouvement, équilibre, harmonie. Ensuite vient la transparence. Alors pour qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait des espaces entre les plateaux. Donc on supprime des branches, au bout de quelques années, on supprime des branches basses, pas trop vite pour que le tronc grossisse bien. Et ensuite, on supprime quelques branches à l'intérieur, qu'elles soient pas toutes au même niveau. Hein. Quand vous avez 3 branches qui partent à la même hauteur, c'est pas joli. Ça peut m'arriver aussi. Mais on essaye de distribuer une branche à droite, une branche à gauche. Généralement, la branche que l'on garde, c'est la branche qui va être dans l'extrémité du mouvement. Là, vous voyez, là, on a trois branches.
faut toujours privilégier celle qui est à l'extérieur, le plus à l'extérieur du mouvement. Ça, c'est plus amené à disparaître. Parce qu'elle est, elle est dans l'aisselle du mouvement. Donc elle va disparaître, d'autant plus qu'elle va être à l'ombre de celle-ci. Ah voilà, donc là je pense qu'il y aurait des heures à communiquer sur cette passion. Yves, c'est jamais fini. Un grand merci, c'était vraiment un plaisir, une belle découverte. Voilà, on conclut avec Yves notre thème inspiration qui nous a emmené cet été à découvrir de nombreux jardins, de nombreux jardiniers, d'échanger sur différentes passions du potager au jardin japonais et à des formations de plantes qu'on n'oserait pas et en fait, on le voit bien, qui sont toutes simples. Donc voilà, c'est un beau résumé de ce qu'on a pu vivre ensemble cet été. Je vous retrouve dans 15 jours dans notre jardin où on va continuer à mettre en pratique toutes ces inspirations. À bientôt dans le jardin de Grandiflora. Jardinez bien.